Bonjour. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à faire cette présentation. Je vais essayer d'être un peu rapide, mais bon, j'ai quand même préparé un certain nombre de choses. Donc, je vais vous parler maintenant de réacteurs à sel fondu et de thorium. On va revenir sur les intérêts du thorium et pourquoi utiliser le thorium et pourquoi le mettre en sel fondu. C'est essentiellement ça que j'aimerais faire passer comme message. Alors, quels sont les avantages du cycle thorium? Donc, Carlo Rubbia nous les a déjà cités. Je vais vous citer en fait 3 avantages que l'on met en avant généralement, et ensuite je vais les mettre un peu en perspective parce qu'il faut les comparer au cycle uranium et non pas les comparer au réacteur actuel. Donc, les avantages, donc, le premier, c'est que déjà, le cycle thorium, c'est la seule alternative au cycle uranium. Il n'y a pas 36 000 alternatives. Donc, puisqu'il n'y en a qu'une, en parlant uniquement de fission, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'une seule alternative, autant la regarder. Alors, les 3 avantages a priori, le premier, c'est une production de transuraniens réduite. Carlo Rubbia vous l'a montré. En fait, on est très loin, on démarre avec 6 masses en moins, donc on a beaucoup plus de mal à les produire, les noyaux plus lourds, américium, curium. Le deuxième avantage, c'est la régénération en spectrothermique. Carlo Rubbia vous l'a montré aussi. Ce cycle peut être régénérateur en spectre thermique, ce qui peut apporter éventuellement un certain nombre d'avantages. Et donc je vais un peu vite pour essayer de gagner du temps. Le troisième avantage, c'est la non-prolifération. Donc on présente souvent le cycle thorium comme étant non proliférant parce que lorsqu'on produit de l'uranium-233, on n'a pas le choix de ne pas produire de l'uranium-232. Or cet uranium-232, quand il décroît, à un moment donné, à la fin de chaîne de décroissance, il émet un gamma extrêmement énergétique. Donc on a un rayonnement très énergétique dont on a du mal à se protéger. Donc il est difficile de transporter en cachette de l'uranium-233 qui contient ne serait-ce que quelques centaines de ppm d'uranium-232. Ça se verra très facilement. Il faut au moins 50 cm de plomb pour se protéger. Donc on ne va pas pouvoir transporter des quantités importantes. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on considère que le thorium est non proliférant. Alors quand même, que nous apportent ces avantages par rapport au cycle UPU et non pas par rapport au réacteur actuel? Parce que par rapport au réacteur actuel, les avantages qu'on obtient sont ceux qui ont déjà été cités, qui sont meilleure utilisation des ressources et moins de production de déchets. Mais on a 2 cycles pour le faire. Voyons qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, la partie faite production de transuraniens. D'une part, il y a un transuranien supplémentaire qui est produit, qui est c'est pas un transuranien parce qu'il est en dessous, mais un actinide, c'est le protactinium 231. Donc il faut quand même se méfier de ce protactinium qui n'est pas si gênant que ça, mais qui est quand même produit. Il ne faut pas l'oublier. Ceci dit, si on utilise un cycle régénérateur, ça veut dire qu'obligatoirement, on va devoir recycler le combustible, puisque vous allez vouloir remettre en permanence tous les actinides que vous avez dans votre réacteur et les sortir, recycler, enlever les produits de fission et remettre ces actinides à l'intérieur. Si vous faites ça, alors vous ne rejetez pas d'actinides, et donc le fait d'en produire moins ne va pas avoir un avantage considérable. Produire moins ou 3 fois moins, ça ne va pas faire une grande différence. Donc ce n'est pas si significatif que ça, à condition de vraiment faire un retraitement complet des actinides. Ceci dit, il faut quand même faire attention à l'inventaire final, et j'en parlerai tout à l'heure. Alors, la régénération en spectre thermique, oui, effectivement, il a été démontré qu'on pouvait être régénérateur en spectre thermique. Il y a une expérience en combustible solide, la Chemicport, qui le montre. Mais on est embêté par la présence des produits de fission, par la présence du protactinium 233, qui nous oblige à avoir un retraitement très important, relativement rapide. Le réacteur qui avait été prévu par les Américains, qui s'appelait le MSBR, en réacteur à sel fondu, demandait de retraiter 4 mètres cubes de combustible par jour, ce qui n'est quand même pas quelque chose de facile à faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, mais c'est quand même très difficile. C'est parce que c'était un réacteur thermique. Or, ceci dit, du coup, on a un inventaire beaucoup plus faible aussi. En spectre thermique, l'inventaire fissile est beaucoup plus faible, c'était quand même un avantage. Et la résistance à la prolifération, oui, effectivement, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, c'est-à-dire que comme on a besoin d'un retraitement, on va devoir se protéger de ce gamma pendant le retraitement, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très simple.
Et là, donc, on trouve une solution relativement simple à cette question-là, qui est le combustible liquide. C'est toujours plus facile de manipuler des liquides que de manipuler des solides. C'est pas pour rien que nos voitures fonctionnent avec de l'essence liquide et non pas avec du charbon. C'est plus facile de faire circuler un liquide. Donc, du coup, cyclothorium et combustible liquide. Alors, quels sont les avantages d'un combustible liquide? D'abord, vous avez l'homogénéité du combustible. Vous n'avez pas de problème de plan de chargement. Votre combustible est toujours homogène. Vous n'avez pas des zones qui ont été plus irradiées que d'autres, avec des composants qui sont différents. Vous avez plus de fissiles quelque part ou ailleurs. Non, tout est homogène tout le temps, puisque le combustible circule en permanence. Étant caractéristique, c'est quelques secondes. Ensuite, la chaleur est directement produite dans le caloporteur. Alors, c'est un peu un faux caloporteur, c'est quand même le combustible, mais vous déposez les fragments de fission dans le caloporteur qui s'en va immédiatement du centre du cœur pour aller vers les échangeurs de chaleur. Et là, vous gagnez une réactivité du réacteur qui est très très importante. On montre que grâce à cet avantage-là, on peut piloter le réacteur uniquement de l'extérieur par la demande de puissance et qu'on n'a pas besoin de barres de commande et de barres d'arrêt d'urgence ou de choses de ce genre-là. Au contraire, on introduit un risque en les mettant. Donc dans le réacteur que je vous montrais tout à l'heure, il n'y a pas ce genre de choses. Le pilotage est uniquement fait à l'extérieur grâce à cet avantage du fait que la chaleur est directement déposée dans le caloporteur. Ensuite, on a la possibilité de reconfigurer le cœur en quelques minutes. C'est un liquide, donc un liquide, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Donc lorsqu'il est dans le cœur lui-même, ce liquide est fait, la géométrie est faite pour assurer la production de puissance et donc assurer qu'on contrôle correctement la criticité. Mais lorsque vous voulez arrêter le réacteur, vous faites écouler le combustible liquide dans d'autres réservoirs qui, eux, ont une géométrie telle qu'on est sûr de ne jamais être critique et la puissance résiduelle est évacuée passivement sans aucune intervention. On a deux géométries différentes, on n'est pas coincé comme à Fukushima où d'un seul coup vous n'avez plus de refroidissement mais le combustible il est là, il ne peut pas bouger. Vous pouvez, il va automatiquement ailleurs et c'est vraiment un très très gros avantage de sûreté. Ensuite, vous avez la possibilité de retraiter le combustible sans arrêter le réacteur. Alors les Candu qui sont en combustible solide peuvent faire ça puisqu'on tous les jours on retire une partie du combustible solide. Mais là c'est à la limite encore un peu plus simple puisque c'est un liquide. On peut faire une ponction, on peut réinjecter à l'intérieur et donc on peut faire un retraitement relativement simplement. Bon, c'est pas si simple que ça, mais on n'est pas obligé d'arrêter le réacteur. Alors quelles sont les contraintes sur le type de liquide ? Donc il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, la température de fusion, température d'ébullition, les tensions de vapeur, etc. Je ne vais pas tout passer en revue, tout est écrit là, mais il y a des contraintes à respecter pour assurer le fonctionnement du réacteur. Et quand on met toutes ces contraintes en ligne et qu'on essaie de trouver des solutions, on n'en trouve pas beaucoup. En fait, on n'en trouve qu'une, ce sont les fluorures de lithium. Il n'y a pas d'autres options de liquide qui permettent de faire un réacteur de puissance qui vont assurer la sûreté et un fonctionnement correct, pas de production de déchets, etc. Ce qui nous amène donc au réacteur à sel fondu. Sel fondu, ce sont en fait des fluorures, et sel, ça veut dire que ce sont des liquides ioniques. Et il se trouve que le fluor a une propriété assez particulière. Vous voyez là 3 spectres. Vous avez en rouge un RNR sodium. En vert, c'est un sel fondu avec des fluorures, et en bleu, un réacteur actuel en spectre thermique. Et vous voyez qu'entre le rouge et le vert, côté droit, vous avez un gros écart, vous avez un creux dans la courbe verte, qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de neutrons rapides. Les neutrons très rapides, puisque en abscisse, c'est l'énergie des neutrons, les neutrons très rapides sont absorbés en fait par le fluor. Il ne les absorbe pas, il les projette un peu plus sur la gauche sur le dessin. Vous voyez qu'il y a la courbe verte passe au-dessus de la courbe rouge à cet endroit-là. Donc en fait, on n'a pas beaucoup de neutrons rapides. Et donc le cycle UPU, lui, a du mal à fonctionner, à être régénérateur avec un tel spectre, parce que lui, il a vraiment besoin des neutrons rapides pour être régénérateur. Donc ça nous amène automatiquement au cyclothorium. Donc si vous voulez un combustible liquide, vous avez forcément le cyclothorium. Alors, rapide historique sur les réacteurs à sel fondu, je vais passer très vite. D'abord, il y a eu un premier réacteur qui s'appelait l'ARE, qui avait
pour objectif de faire voler des avions, comme on fait fonctionner des sous-marins pendant plusieurs mois sous l'océan. On peut faire voler un avion pendant plusieurs mois. On voit l'intérêt pour les militaires. Le réacteur a fonctionné à 2,5 MW thermiques pendant une centaine d'heures. Il y a eu de gros problèmes de corrosion. Les fluorures sont quand même pas tout à fait anodins au niveau de la corrosion. Deuxième réacteur, le MSRE, lui, il a fonctionné à 8 MW thermiques pendant 5 ans. Il n'était pas à pleine puissance pendant 5 ans, mais le sel était chargé quasiment pendant 5 ans. Il n'y a pas eu de problème de corrosion. Donc ce problème a été parfaitement résolu par les Américains à cette époque-là, grâce, Carl Roubian en a parlé, la celloyenne, qui permet de manipuler ce genre de combustible sans problème. Notez qu'il n'y a jamais eu de thorium dans ce réacteur. Ensuite, il y a eu une étude, le MSBR, qui est un réacteur de 2500 MW thermiques, Carl Roubian en a parlé tout à l'heure. Ce réacteur est un projet qui a été arrêté en 1976 aux États-Unis pour différentes raisons. L'arrêt d'un projet, c'est toujours des raisons multiples. Ce projet a été repris par un certain nombre de pays, le Japon. La France a beaucoup travaillé, CEA et EDF, sur le concept jusqu'aux années 2000, début des années 2000. Le CNRS, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, tout de suite. La Russie travaille avec nous actuellement, mais depuis les années 90. Les USA aussi, dans les années 90, ont pas mal travaillé sur le sujet. La Tchéquie et puis la Chine, qui a fait un énorme investissement en 2011, 250 millions de dollars, leur but étant de construire un réacteur type MSRE, donc l'image que vous avez en bas à droite, un réacteur de ce type-là, d'ici 2017. Et puis le Forum international Génération 4, dont on vous a déjà parlé, a retenu le MSBR parmi les 6 concepts qui ont été retenus. Alors, le CNRS dans tout ça, on a commencé par travailler avec les Américains, avec Charlie Baumann, sur un projet de réacteur à sel fondu sous-critique. Et puis, on a fait la réévaluation du MSBR, donc, qui était proposé. Ça a été pour nous l'occasion de développer de nouveaux codes, de nouvelles façons de travailler, donc avec ce qu'on appelle des Monte-Carlo évoluants, de manière à pouvoir plus facilement, utiliser mieux les nouvelles puissances de calcul et plus facilement pouvoir étudier des géométries particulières. Et on a constaté un certain nombre de choses qui n'étaient pas très sympathiques. D'abord, il y avait un coefficient de contre-réaction qui était nul, voire positif dans certaines conditions, essentiellement à cause du graphite qui était dans le réacteur. Et ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas avoir un réacteur de ce type-là. Le coefficient de vide, lui, était très largement positif. On reproche ça au RNRNA, et là, c'était le cas. Il y avait un retraitement, je vous l'ai dit, de 4 mètres cubes par jour. Et puis, il y avait du graphite dans le cœur. Le graphite a une durée de vie limitée dans le cœur. Tous les 2 à 5 ans, il faut le changer. On ne sait pas retraiter le graphite, on ne sait pas le stocker. Et puis, il y a aussi les risques d'incendie du graphite. Donc, on a conclu, comme nous a dit tout à l'heure Christophe Béat, que le MSBR n'avait pas les capacités à devenir un réacteur industriel. Et d'ailleurs, tous les experts de l'époque disaient que ce n'est pas un réacteur tout à fait pertinent. Et donc, il y avait des problèmes, on le voit très clairement. Ceci dit, les avantages intrinsèques d'un combustible liquide, eux, ils restent. Donc, notre démarche a été de dire, puisqu'il y a ces avantages-là, voyons ce qu'on peut faire d'autre. Alors, je passe toutes les étapes, parce que je n'ai pas un temps infini. Et donc, j'en viens directement au résultat. On s'est fixé un certain nombre de critères. Alors, je les liste là très rapidement. C'est en gros les critères Gen 4. En réalité, nos critères sont beaucoup plus restrictifs que les critères Gen 4. En particulier, il y a l'acceptabilité sociale dedans qui n'apparaît pas dans Gen 4. Et avec ces critères, on a pu définir un nouveau type de réacteur. Donc, voilà une image tout à fait simplifiée. Qui a été baptisé Molten Salt Fast Reactor, donc le MSFR, qui a donc comme différence fondamentale par rapport au MSBR, c'est qu'il n'y a plus de graphite. On a supprimé le graphite puisque c'est lui qui posait essentiellement tous les problèmes. Et donc c'est une grande cuve dans laquelle circule un liquide qui est un fluorure. Alors ce réacteur, il a un certain nombre d'avantages. D'abord, tous les coefficients de contre-réaction sont très largement négatifs, y compris le coefficient de vide.
Il n'y a pas réellement de coefficient de vide, mais coefficient de densité. Si on chauffe, le coefficient de densité est très négatif. Donc s'il y a une bulle à l'intérieur, il y a une forte baisse de la réactivité. Et donc on a là un réacteur intrinsèquement stable, parfaitement sûr, qui n'a besoin, comme je vous l'ai dit, ni de barre de commande, ni de barre d'arrêt d'urgence. On arrête le réacteur en vidant le sel, tout simplement. L'absence de matériaux dans la zone à haut flux, donc le centre du cœur, fait qu'on produit beaucoup moins de déchets de type éléments de structure irradiés, et ça évite aussi un certain nombre d'interventions en cœur, puisqu'il y a moins, il n'y a pas de gaine de combustible, par exemple, il n'y a pas d'assemblage à l'intérieur, etc. Donc tout cela simplifie les choses. Le spectre neutronique est rapide, il permet une bonne régénération de la matière fissile, et puis comme il est rapide aussi, il améliore la génération des transuraniens. Donc ça, pas mal de personnes en ont déjà parlé. Le fait d'avoir un spectre rapide fait qu'on peut fissionner à peu près tous les actinides. Le MSFR, en fait, montre que c'est un manche-tout dans le sens où on peut vraiment mettre n'importe quelle composition d'actinides à l'intérieur. À partir du moment qu'on arrive à avoir la criticité, le réacteur fonctionne dans de très bonnes conditions, garde ses caractéristiques particulières, ses coefficients de contre-réaction toujours très largement négatifs. Et donc en particulier, on peut mettre dedans du plutonium, des actinides mineurs, même en quantité relativement importante. Alors si on compare les spectres, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en plus petit. Donc vous avez ici le RNR sodium. Donc on a un spectre, comme je vous l'ai dit, où on a un peu moins de neutrons rapides. C'est vraiment un spectre rapide, il ne ressemble pas du tout au spectre d'un réacteur à eau pressurisée. Mais on a un peu moins de neutrons rapides. Et alors, moins de neutrons rapides, ça veut aussi dire moins de dégâts aux matériaux. Alors, il n'y a pas de matériaux dans le cœur, mais évidemment, il y a un contenant. Donc, ce contenant va être irradié, et il est fortement moins irradié. C'est typiquement un facteur 10. Donc, ça donne une durée de vie pour ces matériaux qui est 10 fois plus importante, du coup. Ce réacteur a été retenu par le Forum international Gen 4 en 2008 à la place du MSBR, c'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on vous présente le forum, les 6 concepts de Gen 4, on voit toujours apparaître le MSBR, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Dans tous les documents, ce n'est pas le MSBR, c'est le MSFR qui se trouve là et qui est donc étudié. Alors, je vous donne une image. Je précise bien qu'il ne s'agit pas d'une image d'un réacteur qui pourrait exister. On est très, très loin de vouloir construire quelque chose, mais vous avez à peu près tous les éléments. Alors, aller très très vite, juste vous dire deux petites choses. D'abord, vous avez le cœur, vous voyez la partie centrale. Vous voyez que l'ensemble est entouré par une cuve réacteur. Donc tous les échangeurs de chaleur, toute la circulation du sel se fait à l'intérieur de la cuve réacteur, évidemment. Vous voyez la partie jaune qui a son importance. On injecte du gaz en permanence dans le cœur du réacteur pour nettoyer à peu près la moitié des produits de fission qui sont enlevés et qui vont se retrouver dans le tore en haut, jaune, qui est aussi à l'intérieur de la cuve réacteur. Et le tore gris, c'est en fait un niveau libre. Vous avez un liquide, donc forcément, vous avez quelque part un niveau libre dont le niveau peut varier avec la température. Alors, je passe rapidement les détails techniques. On travaille sur un réacteur de 3 gigawatts thermiques. On a besoin de 3,6 tonnes d'uranium-233 par gigawatt électrique pour faire fonctionner le réacteur. Il fait 18 mètres cubes de sel, dont la moitié est dans la partie cœur, l'autre moitié dans la circulation extérieure. Le reste, je passe rapidement. Vous avez les coefficients de contre-réaction donc fortement négatifs, dont le coefficient de densité. Vous avez moins 3,7 ppm par degré, qui peut être vu comme un coefficient de vide. Et puis, donc, le réacteur est régénérateur avec un temps de doublement de l'ordre de 50 ans à 100 ans. Ça, c'est parce qu'on peut régler le retraitement, la vitesse du retraitement, de manière à régler la régénération. Parfois, dans les scénarios, il est nécessaire de ne pas régénérer. On n'a pas forcément besoin d'augmenter la puissance installée. Alors, deux petits points techniques que je vais passer, que je trouve importants. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes. Il ne reste plus du tout, mais oui. Vous pouvez y aller quand même. Alors, ce point-là, je le saute. Il s'agit seulement de dire comment on fait pour démarrer. On n'a pas d'uranium-233, mais on a des solutions avec des mélanges du genre uranium enrichi, plutonium, actinide mineur. On a des solutions qui fonctionnent très bien. Par contre, ce point-là, je veux vraiment le discuter. C'est ce qu'on appelle la fin de jeu.
on parle du futur du nucléaire. Évidemment, le nucléaire a un futur, mais à un moment donné, on peut imaginer qu'on fasse autre chose, que notre société fasse autre chose, qu'on ait un autre moyen de produire de l'énergie du vide, je ne sais pas quoi. Et donc, un jour, on va s'arrêter. Et quand on va s'arrêter, eh ben, on va se retrouver avec les inventaires des réacteurs qui fonctionnent. Et si vous considérez que lorsque vous faites le retraitement, tous les 5 ans à peu près, vous retraitez l'ensemble du volume du cœur, c'est vrai pour un RNA aussi, et que vous rejetez 0,1% des actinides qui sont dans ce cœur lors du retraitement, vous avez forcément des rejets, alors il va vous falloir 5000 ans de fonctionnement pour avoir autant de rejets que ce que vous avez dans le cœur du réacteur. Donc quand vous arrêtez le réacteur, vous arrêtez la filière, alors vous vous retrouvez avec un stock de déchets qui est largement supérieur que tout ce que vous pourrez produire pendant 5000 ans de fonctionnement. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder, qu'on a regardé. On a donc envisagé un réacteur incinérateur. Puisque c'est un mange-tout, il peut aussi manger ces inventaires-là. Et en 60 ans, on peut réduire d'un facteur 10 ces inventaires avec les courbes de radiotoxicité que vous voyez là, où vous voyez qu'on a un gain d'un facteur 10, la courbe bleue, justement dans la période où les sites de stockage commencent, quand on a dépassé quelques dizaines de milliers d'années, on peut commencer à avoir des doutes. Bon, pas vraiment, mais bon, on peut toujours. Donc, je finis sur le thorium à l'international. On a déjà parlé de l'Inde. Qui devrait faire diverger rapidement actuellement un réacteur en UPU de 500 MW électrique. Leur but, c'est de mettre des couvertures thorium de manière à produire de l'uranium-233, mais cet uranium-233 devrait être utilisé dans des réacteurs type CANDU, avec un cycle TH thorium-uranium en combustible solide, avec donc légèrement sous-générateur et alimenté par de l'uranium produit dans des réacteurs rapides plus classique, je dirais. En combustible liquide, le Japon n'a jamais arrêté de travailler sur des projets du genre Fuji et souhaiterait construire un réacteur dans les années qui viennent. La Russie travaille avec nous, avec le projet Mozart, en particulier qui est un incinérateur en réalité, mais qui pourrait devenir un producteur d'énergie en cyclothorium. Et donc, on a un projet commun avec eux sur la partie production d'électricité en cyclothorium, donc le MSFR en réalité. Donc c'est ce projet-là, EVOL, donc qui est une partie Europe et une partie russe avec le projet Mars. Et la Chine, donc, qui a investi 250 millions de dollars en février 2011, avec pour but de construire, dans un premier temps, d'ici 2017, un réacteur à sel fondu type MSRE. Puis, et ça, ils nous l'ont dit clairement, dans un deuxième temps, ils veulent s'intéresser au MSFR et passer à l'étude de construction d'un démonstrateur du MSFR. Beaucoup d'autres pays ont montré leur intérêt. Et donc, en conclusion, je rappelle les points qui me semblent importants. Le cycle thorium est la seule alternative, le cycle uranium. Donc, il serait idiot de ne pas s'y intéresser. Le thorium est bien adapté aux combustibles liquides de type fluorure. Et les fluorures trouvent tout leur potentiel dans le thorium. Voilà, je vous remercie. Alors, bien, alors les 3 prochains exposés seront sur des thèmes qui n'ont pas encore été discutés. Donc je vous dirais, sauf s'il y a une question très importante sur ces questions déjà largement débattues, je vous propose de passer à la suite. Y a-t-il une question indispensable? Monsieur. C'est une question rapide et très simple. Quel est le budget français pour cette recherche? Le budget. Alors, le budget, pour l'instant, on travaille avec le projet européen EVOL, qui est un budget de 1 million d'euros pour 10 labos européens, enfin pour 10 pays, sur 3 ans seulement. Donc, c'est 300 000 euros par an, répartis entre 10 pays, ça fait donc pas grand-chose. Au niveau vraiment français, jusqu'à présent, on avait le programme PATCHEN qui donnait environ 250 000 euros par an, en moyenne, qui est maintenant arrêté. C'est le projet NIDS qui a pris le relais et qui, lui, nous donne que 70 000 euros pour pouvoir faire ses études. Donc, en fait, on est 5 ou 6 personnes à travailler à Grenoble sur le sujet et un certain nombre de personnes qui veulent bien travailler avec nous, mais plus ou moins gratuitement. Voilà. Bon, je vous remercie.